Donc je lis les bonnes phrases de Marcel Bleustein-Blanchet, 1906-1996, fondateur de Publicis et PDG. Itinéraire prodigieux qui, à travers 40 ans de la vie d'un homme, parcourt 40 ans d'histoire de la publicité, de la presse, du spectacle, de la communication et 40 ans d'histoire tout court. Alors, c'est des extraits que j'ai trouvés dans le livre La soif de convaincre de Marcel Bleustein-Blanchet. J'ai toujours eu soif d'indépendance et de liberté. Ma vraie réussite, c'est d'avoir pu conserver l'une et l'autre. Quant à la réussite matérielle, elle m'importe assez peu. Je n'en ai plus tellement conscience. Bien sûr, j'apprécie le confort, mais pourvu que j'ai une salle de bain, le reste m'est égal. Je pourrais très bien dormir sur un lit de camp. Je me considère toujours comme le locataire provisoire du succès. Dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais cessé de monter l'escalier. Le reste n'a pas d'importance. Moi, je n'aurais jamais fini de désirer. J'ai toujours été un furieux. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'essentiel ? L'essentiel, il faut le dire tout de suite, après il est trop tard, les publicitaires le savent bien. De tous les symboles dont ma vie est remplie, l'espace c'est celui qui m'a le plus marqué. L'air, le ciel, l'horizon. J'avais pour Dieu les Navarres, Nungesser, Fonck et Guynemer. Ciavigini fut le premier à me faire découvrir ce que peut devenir le monde vu d'en haut. J'en ai gardé un souvenir ineffaçable. L'impression que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours sans le savoir, l'impression que je respirais pour la première fois. Ce qu'il y a de terrible, c'est que les adultes ne comprennent pas combien ça peut être long d'attendre dans l'antichambre de la vie. Ou alors ils ont oublié. Moi j'avais l'impression que mon adolescence ne finirait jamais. Est-ce qu'un jour j'aurais le droit de m'asseoir à la table du banquet, le droit de parler et d'agir ? C'est dans la rue que j'ai fait mes humanités. Est-ce que la rue n'est pas devenue le champ d'observation des chercheurs modernes ? Moi j'y ai pratiquement passé mes premières années. Sitôt que j'avais un instant de libre, je filais. J'allais le nez au vent, je baguenaudais à travers la ville. Ce que je faisais ? Oh, je flânais aux étalages, ou bien je restais des heures à regarder les locomotives de la gare de l'Est. Quand les badauds faisaient le cercle pour regarder les exploits d'un mangeur de feu, j'étais au premier rang des badauds. Ou bien quand deux commères se disputaient, je ne perdais pas un mot de leur dispute. J'en ai appris du vocabulaire. Mon meilleur ami était un balayeur. Il avait un tablier de cuir et de grandes moustaches à la gauloise. D'ailleurs, il ressemblait à un Gaulois. C'était probablement un Gaulois égaré dans notre époque. Il ouvrait l'arrivée d'eau avec une clé pour nettoyer le caniveau, puis il empoignait son grand balai de bouleau et il balayait en cercle. Parfois il me le prêtait, son balai, et j'étais tellement fier, tellement heureux, que je m'en souviens encore. Pendant la guerre, j'étais aux commandes de mon avion pour une mission particulièrement dangereuse, et je me disais que j'avais eu peu de chances de revenir. J'ai fait cette prière, « Mon Dieu, faites seulement que je puisse encore balayer Paris ». J'allais voir les commerçants sans beaucoup de succès. Ma mère était le témoin de mes efforts, je lui racontais tout. Et quand je lui racontais que j'avais essuyé un refus, elle me disait « Continue, ne te laisse pas décourager, aie confiance ». Les affaires valent ce que valent les hommes. Conversation avec Marcel Boussac. Donc Marcel Bleustein. Quand je fais une affaire, je la juge à 50% d'après l'homme qui la dirige. Marcel Boussac. Vous avez tort, moi je la juge à 80%. J'avais une carte imprimée sur un document très luxueux. C'était un document très convaincant et je savais m'en servir. Toujours le même refrain. On ne vend bien que sa foi. Ce qu'il y a de merveilleux avec Marcel Bleustein, c'est que quand il vous a confié une responsabilité, il vous laisse entièrement libre de faire ce que vous avez à faire. À vous de vous débrouiller. Il ne contrôle pas. Il ne veut pas qu'on l'embête avec les détails, mais il veut qu'on soit capable de lui dire ce qui l'intéresse au moment où il en a besoin. J'ai très vite compris que le flair ne suffit pas. Il vous donne des certitudes fondamentales et vagues. Il ne vous donne ni le pourquoi ni le comment. Je n'ai pas eu l'intuition de mutiler mon intuition en faisant appel à la science, au contraire. C'est ce qui explique comment le mauvais élève de la rue de Clignancourt est devenu l'homme de la publicité scientifique. J'ai compris que le flair et la technique étaient complémentaires, pas opposés. C'est une manie bien française. Cela fait partie des préjugés dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Nous opposons toujours l'intuition à la méthode. Alors que la méthode est justement faite pour débarrasser l'intuition de tout, ce qui pourrait l'encombrer, et pour lui permettre de s'épanouir. Il y a une petite phrase d'Albert Einstein qui a toujours pesé lourd pour moi. L'imagination est plus forte que la connaissance. Dans ma vie, ce que j'ai demandé avant tout à la méthode, c'est de me tracer une voie dans laquelle je pourrais donner libre cours à mon imagination et à mon intuition. À Publicis, sur un fond d'études, de travaux et de contrôle permanent, il faut que les créateurs produisent dans la joie et dans la contestation. J'étais toujours à l'affût du dernier équipement. Je savais que si on n'est pas tout le temps en train d'avancer dans ce domaine, on a vite fait de reculer.
Il faut toujours profiter de la dernière découverte, du dernier perfectionnement. Le concurrent l'a probablement déjà. Le progrès est un patron impitoyable. Ce qui compte pour moi, c'est l'homme, et l'homme est respectable à tous les niveaux de responsabilité, pourvu qu'il sache assumer ses responsabilités. Un balayeur qui fait bien son travail de balayeur, je le respecte autant qu'un monsieur chargé d'honneur. Si le balayeur ou le monsieur sabote son travail, je ne suis pas d'accord. Tous les hommes sont également dignes de confiance, dignes d'estime, et la seule mesure de l'homme dans une entreprise, c'est le travail. Mon père disait « Travail Torah, c'est ma loi, c'est celle que j'ai appliquée aux autres. » Réussir finalement c'est facile, il suffit de croire et de vouloir. Quand on a une idée, on la met en exécution, voilà. Quand on a un projet, on le réalise. On ne lâche pas le morceau jusqu'à ce que l'on ait abouti. On le réalise tout de suite, sans parole inutile. Ce qui est important, c'est de laisser le moins de marge possible entre la parole et l'action. Une fois passé le stade artisanal, il faut organiser. Une fois qu'on a organisé, il ne s'agit pas de désorganiser en court-circuitant ses adjoints par exemple, ou bien en contrôlant leur travail et en remettant en cause leurs décisions. J'en connais qui font cela, ils reprennent de la main gauche l'autorité qu'ils ont donnée de la main droite. Ça ne produit jamais de très bons résultats. Dresser ses collaborateurs les uns contre les autres, c'est un plaisir ruineux. Diviser pour régner, ça conduit inévitablement aux révolutions. Il ne faut jamais dire de Pierre devant Paul ce qu'on ne serait pas capable de répéter à Pierre. Il ne faut jamais le dire, ni le laisser dire. C'est tout simple. À partir du moment où on se croit plus savant, on a beaucoup de mal à écouter ce que disent les autres. Or, ce sont les autres qui détiennent la clé de votre réussite. Vous devez être capable de vous dire « L'homme qui entre dans mon bureau est peut-être beaucoup plus malin que moi. Il a peut-être de bien meilleures idées. Il a peut-être même une idée formidable qui me ferait un tort considérable si elle était prise par un de mes concurrents. D'ailleurs, les idées ne valent que par les hommes. Donc ce sont les hommes qu'il s'agit de savoir juger. » Il faut avoir une espèce d'attention ouverte pour les autres, une grande attention infiniment disponible, et jamais en défaut. Quand on s'intéresse aux autres, on est gagnant parce qu'on est toujours en éveil, toujours prêt à saisir au vol une idée, ou l'occasion qui se présente parfois en un éclair. Il y a deux sortes de vaincus, il y a ceux qui renient leur passé, et ceux qui en sont prisonniers. Un homme véritable reste toujours entier, il a toujours avec lui à tout moment son passé et son avenir, et il les assume complètement. Le fleuve dont je parlais tout à l'heure, je l'ai franchi avec tous mes bagages. Je ne regrette jamais ce que j'ai perdu, je prends la vie comme elle vient, et la vie me passionne tous les jours. Si je rate quelque chose, cela m'arrive comme à tout le monde. Une heure après, je m'en moque, parce qu'il y a déjà autre chose qui m'intéresse et qui me mobilise. C'est ce qui m'empêche de m'installer dans la réussite. C'est ce qui me permet de n'être jamais sûr de rien, et d'être toujours prêt à recommencer s'il le faut. Aujourd'hui encore, je crois que je serais capable de recommencer si la vie m'y obligeait. En 44-45, je ne pensais pas du tout que j'allais réussir à nouveau, je m'en fichais bien d'ailleurs. J'étais tellement heureux, j'étais un homme neuf, il y avait dans Paris une espèce de joie que je ressentais physiquement, qui entrait en moi par les yeux, par la peau. J'étais un homme neuf qui avait la chance extraordinaire de pouvoir tout recommencer après avoir tout perdu. Tout perdre quand on conserve son enthousiasme, c'est encore gagné. J'ai tort de dire que je me suis retrouvé ruiné en rentrant de la guerre. Je sais bien que ce n'est pas vrai. J'étais très riche au contraire, j'étais la tête d'un capital extraordinaire, quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent, quelque chose que l'argent n'achète pas, la fidélité de mes collaborateurs. Les clients sont tous revenus un par un, c'est alors que j'ai mesuré l'importance d'avoir une bonne réputation. En fait, j'étais encore plus riche que je ne croyais. Un homme tout comme une firme s'en va dans la vie précédée de son image, si elle est valable, tous les espoirs lui sont permis. Maurice Pénin, mon bras droit, c'était un autre moi-même, mon complément, mon antidote. Il était lucide, aussi réfléchi que je suis enthousiaste et impulsif. C'est sur lui que j'essayais mes projets, que j'essayais de voir jusqu'où je pouvais aller trop loin. Il était capable de me dire non avec une force inébranlable. Quand c'était le cas, lorsque vraiment je n'arrivais pas à le faire démordre de ses objections, je me disais « Méfiance, l'idée ne doit pas être bonne ». Une de mes phrases favorites, Montaigne, ce qui est hors de gonds de la coutume, on le croit hors des gonds de la raison. J'étais souvent hors des gonds de la coutume et j'ai bien fait. Ce n'est pas que je sois plus malin que les autres, c'est seulement que j'ai en moi cet instinct dont je ne m'explique ni l'origine ni le mécanisme qui me permet de laisser parler mon intuition et d'en sentir jouer le déclic. Je savais que la publicité était efficace, sinon j'aurais choisi un autre métier, mais je ne savais pas, personne ne savait analyser cette efficacité.
Personne n'était capable de dire si une campagne différente n'aurait pas donné de meilleurs résultats. Je supportais très mal cet empirisme. Qu'est-ce que vous diriez d'un artilleur qui voudrait atteindre un objectif dont il ne connaît pas l'emplacement exact et qui ne serait même pas capable ensuite de vérifier s'il a fait mouche? J'en avais assez d'être cet artilleur aveugle. Je rêvais de voir la publicité du doigt mouillé se transformer en une vraie technique, si possible fondée sur une science. Dichter sur la façon d'interroger les gens au sujet du savon Ivory Soap. Je ne leur demanderai pas ce qu'ils pensent du savon, je leur demanderai ce qu'ils pensent de prendre un bain. Donc ça reprend la valeur d'usage du produit. C'est comme cela qu'il est devenu célèbre du jour au lendemain, avec cette formule choc qui résumait si bien tout ce qu'il apportait de nouveau. La publicité coûte cher, il faut la gaspiller le moins possible, donc il faut qu'elle soit capable de repérer sa cible avec le maximum de précision pour ne tirer qu'à coup sûr. Les gens n'achètent pas seulement un produit pour son utilité pratique, mais pour ce qu'il signifie. Le rôle de la publicité moderne, c'est de dégager des significations. L'assurance est souvent assimilée à une mère, un constructeur automobile, deux modèles, une voiture familiale et une voiture de sport. Les hommes assimilaient la voiture de sport à une maîtresse et la conduite intérieure à une épouse. C'est parce qu'ils venaient rêver à l'une qu'ils achetaient l'autre. Une fois de plus, on retrouve l'homme. C'est l'homme qui compte toujours et partout. Les affaires ont beau être devenues de grandes machines compliquées, elles sont ce que sont les hommes qui les animent, à tous les niveaux. Une phrase de Rabelais, ce sont pierres vives. On ne peut rien bâtir de valable sans ces pierres-là. Le premier de tous les publicitaires a été le serpent au paradis terrestre. Il avait un excellent produit, il connaissait bien son marché potentiel, il affirmait avec force un besoin impérieux et pratiquait déjà 2 recettes de base de la publicité, la consigne d'achat et la répétition. Croque la pomme, croque la pomme. L'information, c'est le produit numéro 1 du monde moderne, je l'ai déjà dit 100 fois, c'est peut-être justement ce qui me permet de réussir, cette faculté d'étonnement. Je pense que rien ne m'est dû, alors j'ai toujours tout à espérer et à découvrir. Il faut être capable de voir le monde en expansion, il faut être capable une fois pour toutes de sentir en soi et autour de soi le mouvement irrésistible de la vie, il faut être capable de ressentir une profonde humilité devant elle qui, à chaque instant, invente de nouvelles ressources, de nouvelles formes, de nouveaux hommes, qui n'est jamais la même et qui pourtant nous apporte du fond des âges une étincelle qu'il faut savoir conserver précieusement. Chaque homme qui naît au fond est le premier homme. J'ai construit beaucoup de choses qui se sont effondrées et qu'il m'a fallu reconstruire, comme ces châteaux de sable que font les enfants au bord de l'eau. Chaque fois j'ai recommencé, chaque fois j'ai cru plus fort que la fois précédente. J'ai fait mienne, en toute humilité, la merveilleuse phrase de Jean-Sébastien Bach « J'aime tant ce que je fais, j'ai tant de plaisir à le faire, que je ne peux pas en vouloir aux autres de ne pas être du même avis que moi. » La réussite, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas d'aller de succès en succès, non. C'est d'être capable de se relever quand on est tombé, de se relever autant de fois qu'on tombe. Tu avais le choix, tu as choisi. Comme on fait son lit, on se couche. Comment est-ce que je m'y suis pris pour m'en sortir? J'ai fait ce que j'ai toujours fait dans ma vie et qui m'a toujours réussi. Je suis allé au-devant des problèmes et surtout au-devant de l'homme. Il faut toujours chercher l'homme, je vous l'ai dit plusieurs fois. Mon examen d'entrée dans la vie. Un examen qu'on rate une première fois et qu'on choisit de repasser en se battant de toutes ses forces pour la réussir la seconde fois.